Le crash du vol 447 d'Air France est fréquemment qualifié de « Titanic du ciel ». Séparés par près d'un siècle, ces deux catastrophes présentent pourtant des similitudes troublantes. Dans un cas comme dans l'autre, des centaines de vies furent perdues. Dans les deux, la glace joua un rôle déterminant parmi les causes du drame. Et tout comme le Titanic sombra lors de sa traversée inaugurale de l'Atlantique, le vol 447 connut la tragédie en survolant ce même océan. Nous étions le 31 mai 2009. Le vol 447 avait quitté Rio de Janeiro en direction de Paris, emportant à son bord 228 personnes, passagers et membres d'équipage compris. Le trajet devait durer près de 10 heures, 3 pilotes se relayant successivement aux commandes. Durant environ 3 heures, tout sembla se dérouler sans le moindre accroc, jusqu'à ce que l'appareil atteigne une zone de l'Atlantique réputée pour ses caprices météorologiques et son climat redoutablement imprévisible. Aux environs de 2 heures du matin, méridien de Greenwich, les difficultés commencèrent. L'avion entra dans une zone particulièrement agitée et les turbulences se firent immédiatement violentes. Mais ce n'était pas le plus grave. Des cristaux de glace se formèrent sur les tubes de pitot, instrument essentiel destiné à mesurer la vitesse de l'air. Une fois obstrués, ils entraînèrent la désactivation du pilote automatique, forçant les pilotes à reprendre la main. Les systèmes basculèrent alors en loi alternate, supprimant plusieurs sécurités auxquelles les pilotes étaient d'ordinaire habitués. Ce fut l'instant où tout bascula dramatiquement. Le copilote, Pierre-Cédric Bonin, alors aux commandes, céda à la panique au cœur de la tempête et releva brutalement le nez de l'appareil. Malencontreusement, c'était précisément la manœuvre à éviter en pareille circonstance. Cette action provoqua une perte de vitesse fulgurante, aussitôt signalée par une alarme de décrochage. De manière incompréhensible, au lieu d'abaisser le nez pour restaurer la portance, Bonin persista à tirer vers le haut, propulsant l'avion dans une ascension excessive jusqu'à 11 600 mètres d'altitude, bien au-delà des limites prévues. Quelques instants plus tard, l'appareil s'engagea dans une chute fatale. Dans le poste de pilotage, le désordre éclata soudain. L'avion entra en décrochage, les alarmes hurlaient et l'équipage demeurait désemparé face à la situation. Pour une raison inexplicable, Bonin continuait de tirer le manche vers l'arrière, aggravant la perte de contrôle. Les avertissements de décrochage se turent un instant, ce qui ne fit qu'amplifier la confusion. Lorsque le commandant Dubois, revenu de son repos, rejoignit la cabine, il comprit aussitôt la gravité de la situation. Il cria à ses collègues d'abaisser le nez, mais il était déjà trop tard. Pendant plus de 3 interminables minutes, l'avion plongea en chute libre vers l'océan. Durant ce laps de temps, les actions des pilotes se contredisaient. Bonin tirait le manche en arrière tandis que ses collègues tentaient de le pousser vers l'avant. Ainsi, l'appareil demeura en décrochage, du début à la fin de sa descente, spiralant de 11 600 mètres jusqu'au niveau de la mer dans une plongée terrifiante. Ces ultimes instants furent enregistrés dans la boîte noire du cockpit. « On a perdu tout contrôle de l'avion, on n'y comprend rien, nous avons tout tenté !» hurla alors l'un des pilotes. À 02h14, l'Airbus A330 heurta violemment l'océan, ventre en avant, à une vitesse d'environ 280 km/h. Aucun des 228 occupants n'en réchappa. Les enregistreurs de vol, qui cessèrent de fonctionner quelques secondes avant l'impact, révélèrent que le nez de l'avion demeurait incliné vers le haut lorsque l'appareil toucha l'eau. Les pilotes n'avaient jamais réussi à reprendre véritablement le contrôle après le décrochage. Suite au drame, l'enquête démontra qu'un incident mineur pouvait dégénérer en catastrophe en un rien de temps. L'obstruction des tubes de pitot n'était, à l'origine, qu'une anomalie technique limitée. Pourtant, elle déclencha une réaction en chaîne qui déstabilisa complètement l'équipage. Les experts soulignèrent que la confusion régnant dans le cockpit et la difficulté des pilotes à interpréter la situation avaient joué un rôle déterminant. La tragédie souleva aussi de vives inquiétudes sur leur formation, notamment face au décrochage en haute altitude, ce qui entraîna des révisions des protocoles de sécurité aérienne. Fait surprenant, ce désastre n'est pas le seul à avoir été comparé à une tragédie aérienne du Titanic. L'histoire du dirigeable Air 101 constitue une autre catastrophe affublée du même surnom. Ce voyage inaugural devait incarner le futur de la Grande-Bretagne dans le domaine aéronautique. Mais tout s'effondra, et ce, au sens littéral, dès la première grande traversée. En octobre 1930, le Air 101 avait subi d'importantes améliorations. Le projet consistait à le faire voler d'Angleterre jusqu'en Inde. Un long périple destiné à exhiber les capacités du dirigeable et l'avenir de l'aéronautique britannique.
La pression pour le faire décoller était grande. Cependant, l'appareil n'avait pas été suffisamment testé, et certains experts estimaient qu'il n'était pas prêt. Malgré ces réserves, la mission fut autorisée. Un aspect majeur de ce vol résidait dans la présence de Lord Thomson, chef du ministère de l'Air britannique et fervent partisan de ce projet de dirigeable. Il voulait à tout prix faire de ce voyage un succès et obtenir un large soutien pour le programme impérial des dirigeables, le rêve britannique d'utiliser ces engins pour des trajets longue distance à travers l'Empire. Ainsi, entouré d'autres hauts responsables, ingénieurs et membres d'équipage, Lord Thomson embarqua à bord du R-101 pour ce qu'ils espéraient être un vol historique vers l'Inde. Il ne se doutait nullement de la tragédie imminente. Dans la soirée du 4 octobre, le R-101 s'éleva de Cardington, en Angleterre. Le plan était de se diriger vers la France, faire le plein, puis poursuivre jusqu'en Inde. Mais dès le départ, les conditions météorologiques étaient mauvaises. Pluie et vents violents compliquaient grandement le contrôle du gigantesque dirigeable. De plus, certains problèmes techniques, qui n'avaient pas été entièrement résolus, affectaient ses performances. Les moteurs diesel, plus sûrs que ceux à essence, étaient toutefois insuffisants pour propulser un engin d'une telle taille et de ce poids, rendant la manœuvre de l'appareil particulièrement ardue. Malgré les avertissements relatifs au mauvais temps, ils poursuivirent leur route. Le R-501 traversa la Manche et se dirigea vers la France. Mais le temps se dégrada et le dirigeable commença à perdre de l'altitude, incapable de maintenir sa stabilité. En survolant Beauvais, dans le département de l'Oise, la situation devint critique. L'appareil, trop lourd et battu par la pluie, peinait à rester en l'air, rendant le vol extrêmement périlleux. Aux alentours de 2 heures du matin, le dirigeable commença à descendre beaucoup trop rapidement. L'équipage fit tout son possible pour le redresser et reprendre de l'altitude, en vain. À 02h09, le drame survint. Le R-101 s'écrasa dans un champ situé à environ 80 km de Paris. Mais ce n'était pas le pire. Lors de l'impact, la toile de l'appareil se déchira et l'hydrogène à l'intérieur, un gaz extrêmement inflammable, prit feu. En quelques instants, l'ensemble du dirigeable fut englouti par les flammes. Sur les 54 personnes à bord, 48 périrent, y compris Lord Thomson et de nombreux experts britanniques de l'aviation. Seuls 6 survivants échappèrent à la mort, mais ne s'en sortirent pas indemnes. Alors, qu'est-ce qui a provoqué ce désastre? Comme souvent, il s'agissait d'un amalgame de facteurs. Tout d'abord, des défauts de conception. Le R-101 était excessivement lourd, même après toutes ces améliorations, et ses moteurs manquaient de puissance pour un dirigeable d'une telle taille, surtout par des conditions météorologiques défavorables. Ensuite, ce vol par une nuit orageuse n'a fait qu'aggraver la situation. La pluie ajoutait un poids supplémentaire, réduisant encore la portance. Comme beaucoup de dirigeables de l'époque, le R-101 contenait de l'hydrogène, extrêmement inflammable, qui, après l'impact, provoqua une propagation du feu trop rapide pour être maîtrisé. Enfin, de nombreux experts estimaient l'appareil inadapté à un tel voyage. Mais la pression politique et médiatique imposa le vol, malgré les nombreux problèmes techniques. Le crash du R-101 marqua la fin de l'ère des dirigeables en Grande-Bretagne. Le programme impérial des dirigeables fut abandonné après la tragédie et les autorités décidèrent de renoncer totalement à ces appareils. Une enquête publique confirma que le R-101 n'était pas apte à effectuer un tel voyage. Il avait été mis en service trop rapidement et la décision de voler, même par mauvais temps, constituait une grave erreur. Le crash du R-101 demeure un avertissement sur les dangers de pousser la technologie trop loin, trop vite et sans test adéquat.